En Tusandra, des hackers invisibles commencent à siphonner les secrets militaires et technologiques les mieux gardés des États-Unis, sans que personne ne comprenne vraiment ce qui se passe. Et si l'opération Titan Rain avait marqué le vrai début de la guerre froide numérique entre Washington et Pékin, l'URSS se dissout, les drapeaux rouges tombent des façades, les statues se couvrent de neige, les chancelleries du monde écoutent ce craquement d'empire comme on écoute un glacier se rompre. La bipolarité s'achève. L'ordre ancien, bâti sur la menace d'affrontement total, s'efface. Les cartes sont encore les mêmes, mais les lignes de force changent. Les stratèges américains, penchés sur les tables de situation, se retrouvent devant un vide. L'ennemi désigné s'est effondré. Le danger, lui, cherche une nouvelle forme. Dans ce vide, une autre masse se lève. À l'est, la République populaire de Chine entre dans une décennie de fièvre. Les villes s'étirent, les chantiers s'embrasent de lumière nocturne, les ports avalent des vagues de conteneurs colorés. Les chiffres de croissance montent, année après année, comme des colonnes de fumée droites dans le ciel. Dans les casernes, les usines d'armement, les bureaux exigus où des officiers veillent dans la fumée de cigarettes, l'armée populaire de libération commence à changer de peau. Les blindés rouillés quittent les rangs. Les manuels se réécrivent. Les uniformes s'alignent devant des écrans. La modernisation ne se fait pas en un cri, mais en une rumeur qui enfle. Les satellites américains observent, les antennes écoutent. À Washington, les scribes du Pentagone remplissent des rapports annuels sur la puissance militaire chinoise. Ils notent les nouveaux missiles, les navires, les exercices. Mais une autre dimension commence à les inquiéter. Les lignes ne parlent plus seulement de chars et d'avions. Elles évoquent des mots encore froids, encore maigres, mais lourds d'avenir. Capacité technologique, renseignement, information. Comme si, derrière les divisions visibles, un champ de bataille invisible se préparait, patient, silencieux. Au début, les réseaux sont ceux des chercheurs, des universités, des laboratoires. Des salles tapissées de câbles gris, des consoles au verre tremblant. Puis, dans les années 1990, l'administration américaine elle-même se branche. Bureau après bureau, ministère après ministère, les ordinateurs isolés se relient. Les serveurs se saluent dans le noir des fibres optiques. Les réseaux civils parlent aux réseaux militaires, qui eux-mêmes touchent les réseaux de recherche. Tout s'entrelace, tout communique. Ce qui, hier encore, était cloisonné par des murs, des clôtures, des enceintes de béton, coule maintenant dans un même fleuve de données. Le département de la Défense dresse de nouveaux remparts. Il érige NIPRNet, le réseau aux informations non classifiées, comme une grande avenue surveillée. Il déploie SIPRNet, le réseau des secrets, qui serpente sous la surface, plus discret, plus protégé. Les ingénieurs les bâtissent avec sérieux, avec une science encore jeune, en croyant que ces remparts suffiront. Mais les premiers signes de fissure apparaissent vite. Au Government Accountability Office, les dossiers s'empilent. Les rapports s'enchaînent. Les auditeurs examinent des journaux de connexion, des alertes, des anomalies. Ils voient des comptes ouverts sans autorisation, des intrusions dont on ne trouve pas l'origine, des systèmes qui s'ouvrent comme des portes mal fermées. En 1998, le Pentagone décide de ne plus se contenter de rustines éparses. Il crée la Joint Task Force, Computer Network Defense. Une force conjointe, spécialisée, vouée à la défense des réseaux du département de la Défense. Dans des centres obscurs, aux écrans alignés, des équipes se rassemblent. Elles apprennent à lire les flux, les lignes de code, les paquets qui courent dans les câbles comme des nuées d'insectes électriques. Les faits, eux, sont brûlants. Des systèmes du département de la Défense sont visités sans invitation. Les machines de la NASA, du Department of Energy, des universités américaines, se retrouvent traversées par des présences invisibles. Les journaux de connexion révèlent une cohérence inquiétante. Quelqu'un, quelque part, explore, cartographie,
aspire. Les intrusions sont massives, répétées, patient coup d'aiguille dans la peau numérique de la superpuissance. Les enquêteurs suivent les traces. Les chemins mènent vers des machines basées en Russie. Les médias, alertés, parlent d'espions numériques. Le Congrès reçoit des rapports du GAO qui se succèdent, décrivant une courbe montante. Plus d'intrusions, plus d'accès non autorisés, plus de failles mises au jour. Au FBI, au Department of Defense, une conviction se forme, lente mais ferme. Ces intrusions ne sont pas des jeux d'adolescents, ni des actes isolés de vandales. Elles visent des informations spécifiques. Défense, recherche, technologie duale, celles qui servent autant aux civils qu'aux militaires. Une nouvelle forme d'espionnage se dessine. Les silhouettes d'agents à chapeau et de valises d'échange disparaissent. À leur place, des paquets de données glissent sous les océans sans bruit. Pendant que Moonlight Maze grave sa marque dans la mémoire des services, un autre front s'organise, plus loin, plus profond. En Chine, des officiers de l'armée populaire de libération, penchés sur des documents doctrinaux, forgent des concepts nouveaux. Ils parlent de guerre de l'information. La formule est à peine murmurée, mais elle entre dans les textes militaires, dans les académies, dans les cercles d'analyse américains qui les lisent avec attention. La guerre ne se joue plus seulement sur la terre, dans l'air et sur la mer. Elle glisse dans les réseaux, dans les signaux, dans les données qui fondent la puissance industrielle, la conduite des armées, la cohésion des sociétés. Les analystes américains observent ces textes, les traduisent, les commentent. Ils voient aussi autre chose. La stratégie chinoise d'acquisition de technologies étrangères s'étire sur deux jambes. La première est légale. Coopération scientifique, joint venture, transfert réglementé, accords industriels. L'autre marche dans l'ombre. Espionnage industriel, militaire, captation de secrets par tous les moyens que l'on peut nier. Au tournant des années 2000, un murmure technique s'ajoute à ces lectures théoriques. Dans les journaux de sécurité des entreprises américaines, dans les rapports d'incidents des équipes de réponse, apparaissent des adresses IP lointaines. Elles pointent vers la Chine. Rien n'est encore regroupé, rien n'a de nom. Ce ne sont que des signaux, des tentatives d'intrusion, des scans, des transmissions isolées. Mais, pour ceux qui scrutent les motifs, un pressentiment prend forme. Ce n'est pas un bruit de fond, c'est une musique naissante. Pour y répondre, les États-Unis érigent peu à peu l'architecture de leur défense informatique. Au cœur de cette charpente, une agence, la Defense Information Systems Agency, DISA. Elle tient les clés des réseaux du DoD, en gère l'ossature, surveille les artères par lesquelles circulent ordres, rapports, messages. À ses côtés, plus loin dans le secret, la National Security Agency étend ses antennes. La NSA écoute le monde électromagnétique. Elle capte les ondes, décrypte les signaux, s'invite là où voyagent les communications. Dans ces missions, une part grandit. Le suivi des activités informatiques étrangères, les flux suspects, les signatures étranges d'opérations qui ne ressemblent pas aux communications ordinaires. Le FBI, lui, se dote d'armes nouvelles. En 2002, il crée une Cyber Division. Une division entière vouée à traquer les intrusions visant des entités américaines. Agents formés, laboratoires techniques, partenariat avec le privé. Les anciens réflexes d'enquête s'allient aux méthodes numériques, aux analyses forensiques, aux logs brûlants conservés sur des disques durs. Autour d'eux, dans les grandes agences fédérales, dans les laboratoires nationaux, des centres se lèvent. Security Operations Centers. Des salles sans fenêtres, écrans alignés, murs couverts de cartes de réseau. Jour et nuit, des veilleuses bleues surveillent les journaux d'événements, les tentatives de connexion, les anomalies du trafic. Les analystes y apprennent à reconnaître le rythme d'un système sain et le battement désaccordé d'un système infiltré. Dans ce paysage en tension, la Chine prend une place particulière dans les préoccupations américaines. Les rapports annuels du département de la Défense au Congrès le répètent. Pékin cherche des technologies militaires et duales.
Ces rapports, au début des années 2000, ne sont pas des cris. Ce sont des pierres posées l'une sur l'autre, année après année, qui bâtissent une intuition sourde. Des officiels viennent témoigner devant le Congrès. Ils prononcent des phrases pesées, mesurées. Ils placent la Chine aux côtés de la Russie parmi les grands acteurs de l'espionnage économique et technologique. Ils parlent de vol de propriété intellectuelle, de transferts non autorisés, d'entreprises ciblées pour ce qu'elles savent fabriquer. Pourtant, à ce stade, une frontière demeure. On n'a pas encore, dans l'espace public, le récit d'une vaste campagne d'intrusions informatiques systématiques liées à la Chine, s'étendant comme une toile sur des dizaines de cibles américaines. Tout est encore fragmentaire. Les signaux ne sont pas un mythe, pas encore un nom qu'on retient, que l'on répète. Le rideau n'est pas levé sur Titan Reign. Et pourtant, les acteurs du drame prennent déjà place. Au sein du département de la Défense, des unités de cyberdéfense et de renseignement technique affûtent leurs pratiques. Des petites équipes, presque anonymes, rôdent les procédures qui, plus tard, permettront de détecter, de suivre, de nommer les intrusions futures. Dans le secteur privé, des entreprises de cybersécurité se développent. Consultants, prestataires, experts travaillent en coulisses avec les agences fédérales, les laboratoires nationaux. Leurs outils sondent les systèmes, tracent les attaques, recueillent des indices. Contrats après contrats, incident après incident, ils tissent un lien discret mais essentiel entre la puissance publique et la vigilance privée. Enfin, autour de cette toile technique et militaire, d'autres plumes s'affûtent. Des journalistes d'investigation se spécialisent dans la sécurité nationale, le cyberespionnage, les zones grises où l'information circule en fragments. Ils apprennent à parler aux sources anonymes, aux officiers qui veulent alerter sans rompre leur serment, aux consultants qui voient l'ombre des opérations sans jamais les diriger. Parmi eux, un nom apparaîtra plus tard. Nathan Thornburg, du Time Magazine. Il ne sait pas encore, au début de ces années 2000, qu'il donnera un visage public à une opération baptisée Titan Reign. Mais déjà, le terrain se prépare. Les forces en présence se placent. Les réseaux se densifient. Les doctrines se durcissent. Les vulnérabilités se dévoilent. Dans les salles de contrôle américaines, des alertes faibles scintillent, comme des étoiles avant l'aube. Dans les écoles militaires chinoises, des phrases sur la guerre de l'information se gravent dans les esprits. Entre les deux, des câbles plongent sous les mers, des routeurs alignent leur lumière, les paquets de données filent dans le noir. La scène est dressée. La fin de la guerre froide laisse un vide que comble une autre rivalité. Les rapports s'empilent, les avertissements se multiplient, mais le monde, occupé à compter les dividendes de la paix, ne voit pas encore clairement cette mutation. Car la prochaine offensive ne fera pas tonner les chars ni rugir les avions. Elle ne laissera pas de cratères fumants ni de colonnes de réfugiés sur les routes. Elle se glissera dans les failles des pare-feux, dans les mots de passe faibles, dans les ports oubliés ouverts sur des serveurs mal gardés. Mais pour l'instant, au seuil des années 2000, ce n'est encore qu'un futur invisible. Une pluie qui se rassemble, goutte à goutte, au-dessus d'une puissance qui se croit invulnérable, et d'une autre qui apprend, méthodiquement, comment on frappe sans montrer sa main.